France, 1765. La Gazette de France et l'ensemble des journaux d'Europe s'emparent d'une affaire ayant lieu dans le sud de l'Auvergne. Celle-ci fait état d'attaques d'origine animale et mobilise de nombreuses troupes militaires. Les événements arriveront même jusqu'aux oreilles du roi de France Louis XV. Ces attaques donnent naissance à toutes sortes de rumeurs et de croyances à l'époque. Tant sur sa nature, car personne n'a réellement vu qui a commis ces meurtres. Certains pensent que ces attaques soient l'œuvre d'un loup, d'un humain, d'un animal exotique ou d'un monstre peut-être. Que sur les raisons qui la poussent à s'attaquer aux populations. Cette affaire, vous la connaissez sûrement de nom. Celle de Xavier Dupont de Ligou. Donc bien sûr je rigole, c'est l'affaire de la bête du Gévaudan. 1764. De mystérieuses attaques. Juin 1764. Une habitante du bourg de Langogne rentre au village les vêtements arrachés, affirmant avoir été attaquée par une bête. Elle n'a pas pu distinguer à quoi ressemblait la bête, sentir qu'avec des petites blessures. Le 30 du même mois, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, est tuée dans le village de Hubac. C'est la première victime officielle de la bête. Dès la fin du mois d'août et au cours du mois de septembre, d'autres victimes sont recensées dans la forêt de Mercoire ou ses alentours. L'affaire prend en ampleur et des chasseurs organisent des battues pour tenter de tuer cette bête. Ces battues sont complétées par le capitaine Jean-Baptiste Duhamel, stationné à Langogne avec les soldats de son régiment, qui accompagne les chasseurs pour tenter de tuer la bête. Mais cela ne portera pas ses fruits. L'affaire prend en envergure et les paysans de la région sont armés pour appuyer les soldats. Une prime de 2000 livres est décidée pour quiconque tuera la bête. Mais celle-ci continue ses méfaits. D'une victime, elle en passe à 3, puis à 5, puis à 10, et jamais personne n'apercevra cette bête qui pourtant continue ses attaques. Le 7 octobre, une jeune fille est tuée au village d'Apché. Le lendemain, un garçon vaché est attaqué à proximité de Laffage-Montivernoux. Le jeune garçon se réfugie parmi ses vaches qui parviennent à repousser la bête. Deux chasseurs passant proche du petit garçon aperçoivent la bête et lui tirent dessus, mais sans conséquence. Celle-ci tombe puis se relève et s'enfuit. Les événements, bien qu'inquiétants, semblent s'abattre sur toute une région, le Gévaudan. Qu'ont fait ses habitants pour mériter ça? L'évêque de Mende considère tous ces morts comme étant des châtiments divins, mais malgré les supplications, cela n'arrête pas les attaques. 1765. La traque. Un événement important se déroule en mi-janvier 1765 au Villaret. 5 enfants sont attaqués par la bête qui les attaque en tournant autour d'eux car ils se sont regroupés pour se défendre. Elle dévore la joue d'un des plus jeunes garçons puis revient à la charge. L'un de ses camarades suggère de prendre la fuite pendant que l'animal est occupé, mais le jeune Jacques-André Portefaix reste pour secourir son camarade en tenant leur bâton. Alertés par leurs cris, des adultes arrivent et attaquent la bête qui s'enfuit. L'affaire prend désormais un tournant national et même européen. Le meilleur louvetier du royaume est mis sur le coup. Des chasseurs de primes engagés de toute l'Europe arrivent en France et la presse anglaise s'amuse de l'incapacité du pays à tuer le loup. Le roi de France Louis XV décide lui de mettre un terme à ces attaques en envoyant son porte-arquebuse. Celui-ci se nomme François-Antoine et est accompagné des capitaines de la garde royale. Les attaques de cette mystérieuse bête du Gévaudan étant d'une violence inouïe, d'importantes traques furent menées en 1765 pour éliminer cette menace mortelle. Les villageois se sont joints aux forces de l'ordre, formant des équipes de chasseurs déterminés à mettre fin aux attaques de la bête. Cette année a été marquée par une traque intense, avec des chasseurs parcourant les forêts et les montagnes à la recherche de signes de l'infâme prédateur. Malheureusement, malgré les efforts considérables déployés, la bête du Gévaudan a continué à semer la terreur tout au long de cette année, prolongeant ainsi l'angoisse et la peur dans la région du Gévaudan. Vers le 20 septembre, François-Antoine est averti qu'un loup de bonne taille, peut-être la bête, rôde aux alentours du bois de Dames de l'abbaye royale du village de Chazes. Jusqu'alors, la bête ne s'était jamais aventurée de ce côté-ci de l'Allier. Pourtant, l'arquebuse du roi décide de s'y rendre et y fait cerner le bois de pommier par 40 tireurs venus de Langeac. Il débusque l'animal à 50 pas. Il tire, la bête tombe et se relève et se jette sur lui. Les gardes se situant près de lui tirent à leur tour et abattent l'animal. La bête serait-elle enfin morte? Le cadavre est transporté à Saugues, où il est disséqué. L'animal est un gros loup d'un poids de 130 livres. Plusieurs témoins y confirment qu'il s'agit bien de la bête qui les a attaqués. La bête est transportée à Versailles et elle est exposée dans les jardins du roi. C'est officiellement François-Antoine, porte-arquebuse du roi, qui a tué la bête. Le mois de novembre se déroule sans qu'aucune agression soit déplorée. Le peuple ose croire qu'Antoine a bien tué le monstre. Dans une lettre du 26 novembre, Lafont affirme à l'intendant du Languedoc que on n'entend plus parler de rien qui ait rapport à la bête. Mais rapidement, la rumeur relate de nouvelles attaques, vers Saugues et Lorcières. Jusqu'au début de l'année 1766, ces faits restent épisodiques et nul ne sait si ils sont attribués à la bête ou à des loups. Cependant, dans une lettre qu'il écrit à l'intendant d'Auvergne le 1er janvier 1766, Monsieur de Montluc semble persuadé que la bête a bien réapparu. L'intendant alerte le roi, mais Louis XV ne veut plus rien entendre. Dès lors, les journaux ne relatent plus aucune des attaques survenues au Gévaudan ou dans le sud de l'Auvergne. Les habitants du Gévaudan sont désormais seuls. 1766, la descente aux enfers. En mars 1766, les attaques se multiplient. Les gentilshommes locaux savent désormais que leur salut ne viendra pas de la cour. Le 24 mars, les états particuliers du Gévaudan se tiennent à Marvejols. Étienne Lafont et le jeune marquis d'Apché préconisent d'empoisonner les cadavres de chiens et de les porter au passage habituel de la bête. Les mesures prises s'avèrent inefficaces. Des petites battues sont organisées, mais en vain. La bête poursuit ses attaques durant toute l'année 1766. Cependant, son mode opératoire a changé. Elle semble moins entreprenante et bien plus prudente. Elle ne s'approche plus des villes et ne tue que les personnes qui s'aventurent en forêt. 1767, la fin de la bête. Au début de l'année 1767, les attaques se calment avant de reprendre au printemps, faisant de nouvelles victimes.
Mais le 18 juin, dans le bois de Thénazère, quelques volontaires se regroupent dont Jean Chastel, réputé excellent chasseur armé de son fusil et de 5 balles. L'homme abat un animal de grande taille ressemblant à un loup. Est-ce la bête? On ne le sait pas, mais elle fut assaillie d'une suite de troupes de chiens de chasse et fut chargée sur un cheval et portée au château de Besque, qui est une paroisse dans le Gévaudan près des frontières d'Auvergne. Une prime de 600 livres est accordée par le syndic Étienne Lafont aux 12 chasseurs accompagnant le marquis d'Apcher, et Jean Chastel devint le 19 juin 1767 un héros régional. Le chasseur reçoit d'autres primes. La bête est présentée au naturaliste Buffon, qui l'étudie et retrouve les restes d'habitants dans son ventre. Il semble que ce soit bien elle. Le cadavre de la bête sera ensuite enterré à l'hôtel de Rochefoucauld à Paris, et cela marque définitivement la fin de l'affaire. Quoique. Théorie sur l'origine de la bête. En effet, de nombreuses théories existent sur l'origine de la bête. La théorie du loup. La théorie la plus répandue est que la bête était un loup ou une meute de loups. En effet, les loups étaient très présents dans la région à l'époque et certains comportements de la bête, tels que l'attaque sur les animaux domestiques et les humains, sont cohérents avec ceux d'un loup affamé. Bien que le loup soit décrit dans une autopsie de 1767 comme étant extraordinairement différent des autres loups avec des membres difformes, c'est la théorie la plus probable. D'autres personnes ont suggéré que la bête était en réalité un loup-garou, une créature mythique qui aurait la capacité de se transformer entre une forme humaine et une forme de loup. Certains pensent même que c'est le diable en personne. Cette théorie relève davantage du folklore et des superstitions que d'une explication rationnelle. Une autre théorie serait celle d'un chien dressé par un individu malveillant. En effet, pour beaucoup, ce n'était pas un loup. On rappelle que 90% du territoire français possédait des loups à cette époque et dont beaucoup savaient à quoi ressemblait un loup. Et au-delà du fait qu'il n'était pas aussi malveillant que la bête, cela ne ressemblait qu'assez vaguement à un loup et pouvait très bien être un hyène d'Afrique ou un chien. Le journaliste Michel Louis défend cette théorie et présente une autre facette de cette bête, en expliquant que ce serait un croisement entre un loup et un chien descendant du dressage des légions romaines. On pense aussi qu'une personne aurait entraîné un chien à attaquer les humains dans le but de semer la terreur dans la région. Mais cela relève de la dernière théorie. En effet, certains pensent que la bête résulte d'un complot, qu'elle aurait été dressée par un humain, ou bien même que ce serait un humain déguisé et qui aurait envoyé un autre loup à sa place lorsqu'elle aurait été abattue. L'une des théories serait que les meurtriers ne seraient autres que la famille Chastel qui aurait dressé le loup. Pourquoi donc? Eh bien car cette famille était dans le besoin dans les années 1760 et que dresser un loup pour au final le tuer leur apporterait des grâces et beaucoup d'argent. On sait que le fils de Jean Chastel a réclamé durant la Révolution 4000 livres en tant que dette nationale. Un peu beaucoup pour un héros. Un autre élément préoccupant est que la forêt de Thénazère, qui est la forêt de repère de la bête là où elle a été abattue, est aussi la forêt que devait garder la famille Castel. Les deux fils et le père étaient gardes-chasse de cette zone précisément. Mais ces superstitions ne sont que théoriques et ne reposent comme toutes les autres théories sur aucune base solide. D'autres pensent même que ce serait un des fils disparus de Jean Chastel, Antoine Chastel, qui a fui jeune la région et qui aurait voulu se venger en tuant les habitants. En tout cas, cette affaire restera dans les mémoires et est caractéristique de la région des Gévaudan, dans la commune de Paulac en Margeride qui, en 2020, a ajouté la bête sur son blason de ville. La bête du Gévaudan a été sujette à de nombreux livres, films et séries, et continue aujourd'hui de fasciner nombre d'historiens et de naturologues qui cherchent à déterminer son origine. Loup, hyène, chien, criminel ou même le diable en personne, nul ne sait et ne saura jamais qui a été derrière tout ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que la bête est à votre avis. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis ciao.